YouTube, le père Jean-Baptiste Arnus a réalisé une vidéo pour lancer un appel aux dons au remplacement de la chaudière de l'église Saint-Michel. Une publication qui compte près de 1900 vues sur YouTube et plus de 15 000 vues sur Facebook. L'objectif, récolter 150 000 € pour changer la chaudière qui prive les fidèles de chauffage depuis un an. Pour faire un don, il suffit de se rendre sur www.don.catholique95.fr. Merci beaucoup, Lisa Samour-Cachon. Nous vous retrouvons à 12h10 pour d'autres actualités valdoisiennes. Bienvenue sur la radio du Bien-être 98 FM et IDFM 98.fr. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Elle reviendra bien évidemment sur les élections européennes jusqu'à 10h30 avec énormément de monde ce matin. Très bonne émission Florence Sueur. La matinale revient demain matin de 7h à 9h. Eh bien, merci à tous en tout cas d'être là ce matin. Là, pour charger un son. Ouais, c'est ça, clic droit. Ouais. Charger un jingle. Et après, tu vas sur le serveur et tu charges. Tu mets par exemple. C'est notre jingle. Tu double-cliques. C'est parti. Et pour l'envoyer, tu cliques dessus. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais attention. Florence. Oui, il faut le dire, on peut le faire d'anglais. 3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec toute notre équipe et Philippe est toujours à la technique et puis aussi Bruno Vigoureux sera là pour le débrief sportif du week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville du Plessis-Bouchard, de tri des déchets, d'arbres de confiance et de recrutement. Et pour cela, j'accueille Gérard Lambermotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Plessis-Bouchard, conseiller départemental du Val d'Oise, délégué à la culture, au tourisme, au patrimoine et vous présidez le syndicat Émeraude. Avec vous, on parlera donc de la ville du Plessis-Bouchard et du tri des déchets et puis aussi peut-être un petit peu de parcs et jardins par rapport au nouveau contrat régional que vous allez nous expliquer. À vos côtés, eh bien, Michel Jonker, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEVO et le MEDEF en Val d'Oise. Et donc, ensemble, nous parlerons de l'arbre de confiance avec les invités qui vous accompagnent. Pierre Vinicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un think tank, d'une entreprise qui s'appelle Trust Inside et vous aidez les entreprises et les institutions à mesurer et à renforcer la confiance. Et puis Angélique Sanzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes principale du collège Maximilien de Robespierre à Goussainville et vous avez mis en place justement l'arbre de confiance au sein de ce collège. À vos côtés, eh bien, Philippe Sueur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et également conseiller départemental, premier vice-président du département du Val d'Oise. Et avec vous, nous parlerons bien sûr des élections européennes. Vincent Monnet, bonjour. Bonjour. Vous représentez notre start-up du jour. Vous êtes directeur associé chez Aroman Executive Search. À vous accompagne Patrice Solos, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président de PM Initiative. Vous êtes un accélérateur de start-up et justement, avec Vincent Monnet, avec vous deux, nous parlerons de recrutement. Et on vous demandera d'ailleurs où en est le recrutement en ce moment chez nous et en France, bien sûr. Tout de suite, comme d'habitude, eh bien, c'est les infos du jour. Eh bien, les infos du jour, on poursuit notre voyage, bien sûr, en Europe. Comme la semaine dernière, cette fois, eh bien, vous avez entendu les résultats. Les électeurs se sont déplacés à 51,30% pour voter en France. D'ailleurs, comme dans toute l'Europe, c'est un sursaut européen. On n'a jamais eu un taux aussi fort à l'Europe pour cette première fois en 2019. Alors le Rassemblement national devance en France tous les autres partis avec 23,3%, LREM Modem 22,1%, les écologistes créent la surprise avec 13,1%, LR chute avec 8,4%, le PS représente 6,6% et la France insoumise 6,6%. Voilà pour les plus grosses pour les plus gros résultats. L'électorat qui avait voté pour les Républicains à l'élection présidentielle de 2017 s'est largement éparpillé. Seulement 34% des électeurs ont voté pour la liste de François-Xavier Bellamy, 27% ont voté pour la République en marche et 18% pour le Rassemblement national, 9% pour l'UDI. L'UDI, disons la vérité, c'est un échec pour notre liste, a déclaré le président du Sénat, Gérard Larcher,
qui est bien sûr membre des Républicains. Europe Écologie Les Verts arrive en 3e position, je vous l'ai dit, avec 13,1% des votes. La liste menée par Yannick Jadot récupère 24% des électeurs de Benoît Hamon en 2017, 19% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 14% des électeurs d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Et l'Europe Écologie Les Verts est le premier parti chez les moins de 34 ans et chez les femmes à 17%. LREM est le premier parti chez les plus de 60 ans, 24% des 60-69 ans, 33% des 70 ans et plus. Et ce sont les 50-59 ans qui ont voté le plus pour le Rassemblement national, qui attire 26% des hommes et 20% de femmes. La République en marche, elle, attire 25% des hommes et 19% de femmes. Mauvaise posture pour la liste Génération S de Benoît Hamon, qui n'obtient que 3,3% des suffrages, un score qui le prive de tout élu à Bruxelles et Strasbourg. Il est devancé par Nicolas Dupont-Aignan, qui fait le même score qu'en 2014, 3,4%, mais qui ne pourra pas non plus avoir d'élu au Parlement. Les autres candidats se partagent les autres voix et ne décrochent bien sûr pas de place au Parlement. Voilà, on va demander tout de suite à nos invités, peut-être à Gérard Lambermotte et à Philippe Sueur, ce qu'ils pensent de nos élections nationales. Gérard Lambermotte. Oui, merci. Donc effectivement, c'est comment dire, c'est un peu la revanche des anciens des élections présidentielles récentes, puisque le Rassemblement national arrive en tête. Peut-être quelques chiffres en ce qui concerne le Plessis Bouchard, donc est arrivé en tête Nathalie Loiseau avec un peu plus de 26% des voix. Le bon chiffre également, c'est la participation, puisqu'on est à 54,5%. En deuxième position est arrivé Jordan Bardella avec 19,17. Et en troisième, Yannick Jadot avec 14,23 et François-Xavier Bellamy avec 10,81%, arrive donc en quatrième position. On peut dire qu'au niveau national ou au niveau local, c'est en quelque sorte l'effondrement des partis que l'on peut classer. Des partis classiques. Hein. Voilà, tout à fait. Philippe Sueur, alors quel résultat pour la ville d'Enghien-les-Bains ? Pour la ville d'Enghien-les-Bains, d'abord une participation qui est importante, 55,55, une très très belle participation pour les Européens. On a toujours un taux supérieur sur Enghien, esprit civique peut-être plus affirmé. Et les résultats sont en quelque sorte très, très semblables, parallèles à ceux qui viennent d'être évoqués pour Plessis-Bouchard, accusant un très bon résultat pour En Marche, puisque à Enghien c'est 34% de résultats pour En Marche, avec un Front National, mais c'est également traditionnel à Enghien-les-Bains, qui est bas. Le Front National à Enghien n'a fait que 12,60%. Bellamy, donc LR, 14,24, mais talonné par les Verts à 14,10. Le PS revisité par Gluckman fait 5,04. Nous avons également Benoît Hamon à 2,94 et Mélenchon à 3,51. Ça, c'est le visage évidemment d'Enghien-les-Bains, qui est une ville qui n'est pas à gauche, bien sûr, mais où la bipolarisation a été complètement explosée. C'est une évidence. Nous avons des résultats qui sont à comparer à beaucoup d'autres villes de Hauts-de-Seine. Voilà, ce qui est sans doute là un tableau qu'il faudrait commenter. Dans les Hauts-de-Seine, la République en marche fait des résultats absolument magnifiques. Alors que dans les villes qui traditionnellement ont été jadis communistes ou plus affirmés socialistes, on a là des montées de VFL. Alors j'ai moi un commentaire plus particulier sur le Val d'Oise, puisque sur le Val d'Oise nous voyons effectivement un écroulement des Républicains. Là il est affirmé, et notamment dans des communes dont les maires sont des barons, on peut dire, du parti, où on descend à 7,7, à 6,5, je ne les nommerai pas, mais on peut aller les commenter. En revanche, moi, il y a une commune qui me surprend. Bon, elle est complexe, c'est vrai, dans son environnement, son habitat, c'est Goussainville. Goussainville a un taux de la France Insoumise à 11,3, on le comprend, bien entendu. Un taux donc de la République En Marche à 15%, c'est le plus bas, c'est l'un des plus bas du département.
mais le Front National fait 30,1. 30,1. Le LR, 4,4. Et les Verts ne progressent pas, ils sont à 7,4. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant, c'est un des partenaires. Dernière observation, cette bipolarisation a explosé, on ne sait pas comment ça va se recomposer. Il est évident que l'engagement du président dans cette campagne n'a pas abouti. Néanmoins, il y a 16% des Français qui ont atomisé leur voix. 16% des Français. Là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire sur le discours politique, sur la relation directe aux populations et bien entendu, je pense, une réponse à ce mouvement qui s'est amorcé au mois de novembre prochain et qui s'est sans doute davantage exprimé à travers le Front National. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Sueur, merci Gérard Lambert-Motte. Alors justement, j'en profite pour poursuivre ce que vous venez de dire, Philippe Sueur. En Val d'Oise, La République En Marche fait 22,86%, le RN à 19,51%, Europe Écologie, les Verts 13,75%, les LR 7,75%, France Insoumise 7,47%, le Parti Socialiste 6,01% et Génération S 4,07%. On va passer la parole à Michel Jonker. Oui, je ne me prononcerai pas politiquement sur ces résultats, parce que je représente des entreprises et les entrepreneurs sont de toute couleur politique, mais c'est intéressant de savoir quelle va être l'influence justement de ce nouveau Parlement européen sur le développement des entreprises. Et à ce sujet, nous avons donc invité à notre prochain déjeuner sablier du mois de juin, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz a été, vous le savez, président du MEDEF jusqu'à l'année dernière, et il est maintenant président de Business Europe. Et Business Europe, représente toutes les entreprises européennes. Il regroupe tous les MEDEF ou équivalents MEDEF en Europe. Et donc, il va nous dire un peu ce qu'il en pense au niveau européen de ce nouveau Parlement. Et ça sera très intéressant. On fera ça à la fin juin. Merci beaucoup, Michel Jonker. Dernière info du jour, toujours bien sûr sur les résultats européens. Cette fois-ci, c'est au niveau de l'Europe. L'hémicycle européen sera bien sûr plus éclaté. Et on a vu une poussée populiste, mais sans raz de marée. Les deux groupes majoritaires au Parlement européen, le Parti populaire européen, le PPE, auxquels sont associés les LR, et l'Alliance progressiste, socialiste et démocrate, S&D, auquel rejoint le PS, Génération S et les radicaux de gauche, obtiennent respectivement 179 et 152 sièges sur les 751 à pourvoir. L'Alliance donc des libéraux et démocrates pour l'Europe, ALDE, groupe des libéraux centristes au sein du Parlement, obtient 105 sièges. C'est le groupe auquel rejoint les LREM, donc la liste Renaissance. Le Parti vert, Alliance libre européenne, qui rallie les écologistes français de Yannick Jadot, obtiennent 67 sièges, c'est donc la quatrième force de l'Europe. Les CRE, les conservateurs et réformistes européens, obtiennent 61 sièges, c'est la cinquième force. Le groupe Europe des Nations et des Libertés, ENL, où siègent les eurodéputés du Rassemblement national, emporte 57 sièges, soit 20 de plus qu'à la précédente législature. Ils avaient seulement 37 sièges et c'est donc la sixième force. Et puis vient derrière EFDD, l'Europe de la liberté et de la démocratie directe, avec 54 sièges, auquel appartient le parti Debout la France, les Patriotes, le parti du Brexit de Nigel Farage, donc les Anglais, ainsi que le parti antisystème italien du mouvement 5 étoiles. Ils obtiennent 56 sièges. Voilà un petit peu les plus grosses forces du paysage européen qui vont nommer prochainement les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et de la Banque européenne, bien sûr, et aussi, bien sûr, des commissions. Voilà, tout de suite, on va accueillir Bruno Vigoureux pour le débrief sportif. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Je sais pour qui vous avez voté, Florence. Oui, pour votre candidate toujours. Et à 14h50 hier après-midi, vous aviez déjà gagné. 4 ans que vous attendiez ça. Non, pardon, que nous attendions ce moment. Comme vous, sûrement, j'étais devant ma télé. Il est arrivé sous les ovations, magnifique comme un soleil qui brille depuis près de 20 ans sur les cours de tennis du monde entier. Bien sûr, je veux parler de Roger Federer. Le Suisse, votre idole, n'a pas manqué son retour sur le tout nouveau court central resplendissant. Il a été magnifique, maniant sa raquette comme un seigneur maniant l'épée. En face de lui, l'Italien Lorenzo Sonego, 73e joueur mondial,
a fait son match, mais quand le maestro a décidé de devenir chef d'orchestre, c'est impossible de le contrer. Résultat, une victoire en 3-7 et une qualification pour le deuxième tour qui comble le public de Roland-Garros et donc vous aussi, Florence. Non, il n'a pas changé, Federer, toujours aussi classe, toujours aussi majestueux, pour toujours le plus grand, pour être toujours le plus grand. C'était un vrai moment d'émotion. C'était le premier, mais sûrement pas le dernier de ce Roland-Garros 2019, car que dire de la performance du Français Nicolas Mahut? Il participe au tournoi grâce à une wild card, ce qu'on appelle une wild card, c'est-à-dire une invitation. Et au premier tour, il affrontait ni plus ni moins que l'Italien Marco Cecchinato. Et ce Cecchinato, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il avait été demi-finaliste l'an dernier à Roland-Garros. Et tout allait bien pour l'Italien qui menait 2-7-0. Et c'est à partir de ce moment-là que le Français s'est réveillé pour arracher une incroyable qualification en 5-7. C'est ma plus belle victoire ici, déclarait même le Français après la rencontre. D'un autre côté, il est vrai qu'il n'en a pas gagné beaucoup de matchs sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. On le voit, cette édition est magnifiquement lancée et ce n'est pas fini car aujourd'hui vont s'avancer sur les cours le numéro 1 mondial, Novak Djokovic qui va affronter le Polonais Hubert Hurkacz, Rafael Nadal, le numéro 2 qui lui affrontera l'Allemand Yannick Hanfmann et le finaliste de l'an dernier, l'Autrichien Dominic Thiem, sera confronté à l'Américain Tommy Paul. Un sacré programme. Ah oui, un petit conseil, si vous voulez voir les Français, dépêchez-vous. Non, franchement, ne traînez pas. Aujourd'hui, Tsonga, Gasquet, Chardy, Simon se lancent dans le tournoi, mais pas sûr, pas sûr du tout qu'ils soient encore présents à la fin de la semaine. Mais du moment que Federer est là, c'est bien l'essentiel pour vous, Florence. Sinon, le championnat de France de football est terminé et c'est Caen qui est relégué en Ligue 2 et c'est Dijon qui jouera le barrage contre Lens pour se maintenir. En top 14 de rugby, on connaît maintenant le tableau des barrages pour le week-end prochain. Lyon recevra Montpellier et le Racing 92, dans son vieux stade de Colombes, accueillera La Rochelle. Toujours en rugby, un petit mot pour saluer le retour de l'Aviron Bayonnais dans l'élite après sa victoire pleine de panache à Brive 21-19. Voilà Florence, vous savez tout presque, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être que je vous parlerai encore de Roger Federer et peut-être que je vous parlerai des Français encore en course. Qui sait? Merci beaucoup Bruno. Voilà, on fait une petite pause musicale. On fait un hommage à Doris Day qui est décédée il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, et qui avait 97 ans. Ils sont pas calés, ces morceaux-là, on ne peut pas les caler. On n'avait pas calé. De toute façon, on va avoir le temps de passer un ou deux, c'est tout. On va avoir beaucoup de temps. Après l'émission, alors. Putain, j'ai oublié tous mes textes. Hein? J'ai oublié tous mes textes. Ah merde. Ah bah remarque. Je vais les faire en vitesse. Je vais les refaire, mais je les ai dans la tête, je les ai dans la tête. Non, pas demain. Mercredi. Oh là là. Non mais... non mais il vaut mieux... J'ai oublié mes textes pour faire les annonces, tu sais. J'avais un dossier Word dans ta... Tu sais que Pierre Bénicki, vous se connaissez depuis longtemps. C'est vachement important ce qu'il fait sur le. Bon, bonne émission à tous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on va le faire une autre fois parce que... Une autre fois, tu m'envoies un texto pour me dire. Demain, t'as du temps? Non. On parle de quoi, quel texte? Je sais pas. Je devais enregistrer les bandes annonces. On devait enregistrer des bandes annonces, tu sais. Pour l'émission. Ouais, de toute façon, vu que tout est en panne, Tout est en panne. on verra rien. On travaille que sur la palette. Tu m'envoies un texto. Alors, Bon, bah, on fera pas enregistrer- donc un autre jour. enregistrer en bas, mais bon, Non, bah... Non, mais c'est pas. lundi prochain, on n'est pas à 2 minutes. Voilà, voilà. Si vous voulez mettre vos casques quand vous parlez, ça vous montrera quand vous parlez en dehors du micro. Bonne émission. Sinon, alors, c'est bon, voilà. tout le monde a son micro impeccable. Tout le monde a son micro maintenant, c'est bon? Et voilà. Je suis bien devant vous. Oui, si vous voulez vous entendre parler quand vous parlez au micro, c'est bien d'avoir le casque pour que vous compreniez, comme ça vous parlez bien devant le micro. Ah bon? Parlez pas en dehors, sinon tout de suite ça on l'entend. Hein? Voilà, et la caméra est devant moi, voilà, on est en direct sur Facebook. Bon,
Voilà. Ben, je suis prête à repartir, moi. Et vous? C'est bon? Allez, c'est parti. Il faut sur une oreille. Ah, il faut régler là les manettes à côté de vous. Oui, devant. Je sais pas. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, c'était un hommage. Nous faisons un hommage à Doris Day. Doris Day, grande chanteuse et aussi actrice, qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 97 ans. Et elle a une voix magnifique. On vous fera entendre au moins 2 titres aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'arbres de confiance, de recrutement, mais aussi de la ville du Plessis-Bouchard, de tri des déchets. Et pour cela, à mes côtés, Michel Jonker, Pierre Vinicki, Angélique Sanzé, Vincent Monet, Patrice Selos et Gérard Lambermotte, maire du Plessis-Bouchard et conseiller départemental du Val d'Oise en charge du patrimoine, entre autres. Alors, Gérard Lambermotte, on va peut-être commencer par parler un petit peu du Plessis-Bouchard. Donc, quelle tendance, quelle festivité s'annonce pour les semaines à venir? Alors donc, pour être dans l'actualité, donc le week-end prochain, nous recevons pendant 4 jours notre ville jumelée, donc une ville qui s'appelle Niederstetten, qui est au sud de l'Allemagne, avec qui nous sommes jumelés depuis plus de 20 ans. Donc nous avons prévu une journée Val d'Oise, donc nous les emmenons à Royaumont et au Château des Coins, et puis donc une journée sur Paris. Alors on a choisi le samedi, j'espère que ça se passera bien. Donc on a notamment le matin une visite de l'île de la Cité, et ensuite donc une soirée qui se terminera sur les bateaux-mouches. Donc voilà le point fort du prochain week-end. Alors vous êtes également conseiller départemental du Val d'Oise. Donc là, gros changement, on va dire, enfin, on poursuit, j'allais dire, l'explosion du tourisme en France et notamment en Val d'Oise. Et là, vous venez de signer un contrat régional. Ça s'appelle un contrat de destination. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, donc, nous allons le signer actuellement. Donc, il est passé en séance vendredi matin à l'unanimité. Donc, c'est un contrat régional de destination qui reprend en quelque sorte les objectifs des stratégies touristiques qui ont été votées à la fois à la région et au département. À titre d'exemple, ces stratégies ont été votées en 2017. La région a voté sa stratégie le 23 novembre et le département l'a voté le 24 novembre, donc à 24 heures d'intervalle. Donc le département a défini 4 archipels au sein de notre département. Il y a une quinzaine de contrats régionaux de destination qui sont pressentis par la région. Et donc sur l'archipel que l'on appelle Val d'Oise, qui regroupe les villes de Pontoise, d'Auvers-sur-Oise et de l'Isle-Adam, nous allons donc signer le premier contrat régional de destination. La signature est prévue le 9 juillet prochain. Donc ça ouvre des perspectives sur le développement touristique, notamment, bien évidemment, puisque c'est la vallée de l'Oise, sur le tourisme fluvial, mais pas que, également sur l'hébergement et toutes les actions que l'on peut imaginer dans le domaine du tourisme, mais là aussi avec des appuis financiers, notamment de la région. Et donc tous les partenaires touristiques et toutes les collectivités sont impliqués dans ce contrat. Il y a effectivement les intercommunalités, les communes, les offices de tourisme, enfin bref, tous les partenaires dans le domaine du tourisme qui sont sur cette partie de territoire. Oui, il faut aussi rappeler peut-être que en fait, vous avez décidé avec la région Île-de-France de créer des grosses zones touristiques. En fait, c'est ça le but finalement de ce contrat. Le but, effectivement, c'est de créer une synergie sur des territoires bien particuliers, bien spécifiques, et de fédérer donc l'ensemble des acteurs, de faire travailler notamment les communes ensemble. Et puis aussi de créer des zones qui puissent allier justement à la fois de la gastronomie et puis pourquoi pas de l'espace vert, tout à fait. Des châteaux à visiter, la culture, toutes les thématiques qui rentrent, tout à fait. Et pas seulement le patrimoine. Alors Gérard Lambermotte, vous êtes aussi président du syndicat Émeraude. Rappelez-nous qui est le syndicat Émeraude, puisqu'il s'occupe de 17 communes. Il gère 12 000 tonnes de déchets ont été triés en 2018, ce qui représente 44,67 kg par habitant. Oui, donc le syndicat Émeraude, effectivement, existe depuis une bonne vingtaine d'années. Donc il regroupe 17 communes, 278 000 habitants, répartis sur 2 communautés d'agglomération. Donc la typologie, donc il y a 60% d'habitat collectif et 40% d'habitat pavillonnaire. Il y a 34 élus et 19 agents permanents. Mais la grande nouveauté, c'est effectivement ce que nous avons mis en place depuis le 1er mai dernier. Donc c'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri.
donc ce qui permet de collecter l'ensemble des emballages plastiques. Donc On enfin, les dit finalement, pas. pour nous le particulier, Il n'y a plus de finalement, questions à se poser. voilà, c'est Savoir beaucoup si le plus pot de- facile. Si le pot de yaourt, il va dans la poubelle marron ou la poubelle jaune, aujourd'hui, il va directement dans la poubelle jaune. Donc c'est vraiment une véritable simplification. Alors c'est en plus, cette extension des consignes de tri, c'est quelque chose qui va devenir obligatoire à partir de 2022. Donc nous avons anticipé. Alors dans le département, il y a déjà un syndicat qui a mis ça en place il y a quelques années, c'est le CIGIDURS, qui est du côté de Villiers-le-Bel-Sarcelles, ce syndicat. Donc nous l'avons mis en place à partir du 1er mai parce que nous avons renouvelé notre marché de traitement avec un collecteur qui s'appelle Paprec, qui est un centre de tri situé au Blanc-Ménil et qui est déjà équipé pour réaliser l'extension des consignes de tri. Donc c'est pour ça que nous l'avons lancé à partir du 1er mai. Donc nous avons en quelque sorte une longueur d'avance sur les autres syndicats du département, mais c'est vraiment une simplification pour le particulier. Donc ça veut dire que tout ce qui est plastique et papier, Emballage plastique. emballage. Emballage plastique. Pas tout ce qui est plastique. Par exemple, les jouets plastiques ne rentrent pas dans le cadre de cette collecte-là. Il faut que ce soit un emballage. Voilà, Emballage plastique, notamment le film que vous avez autour des bouteilles. Les petits que vous films achetez. très fins, Voilà. on peut les mettre à dedans fait. maintenant. Et donc vous avez un process qui permet effectivement de séparer les familles de résine plastique en quelque sorte. Et derrière, vous avez aussi des repreneurs sur chacune de ces matières. Donc ce qui occasionne aussi des nouvelles recettes que nous n'avions pas précédemment. Alors, c'est vrai que c'est une simplification pour nous, mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas auparavant aller au plus simple finalement? Eh ben, auparavant, il faut avoir un centre de tri qui soit équipé. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'est extrêmement complexe, mais il faut aussi une chaîne de tri qui permet de séparer les différentes familles. Et puis, vous avez, dans votre grand communiqué que j'ai reçu, j'ai vu nous ne sommes pas obligés de laver les objets que l'on met dans cette poubelle jaune. Alors, on n'a pas besoin de laver le pot de yaourt ou l'emballage qui a été utilisé pour recevoir des aliments. Voilà, donc là, C'est une très grande simplification. En fait. la machine fait tout pour nous Absolument. finalement. Et Absolument. donc ça c'est formidable. Et ça, c'est depuis le 1er mai de cette année, c'est bien Voilà. ça? Donc l'objectif, on est aujourd'hui en moyenne à près de 45 kg par an et par habitant sur ce tri, donc ce qu'on appelle la poubelle jaune. Donc on espère 2 kg supplémentaires par an et par habitant par rapport justement à ces nouvelles résines que nous allons collecter, mais aussi 2 kg supplémentaires. Ces 2 kg supplémentaires résultent en quelque sorte de la meilleure qualité de tri qui sera réalisée par nos concitoyens, puisque il n'y a plus de questions, c'est extrêmement simple en fait. Oui, le Plus de questions. carton, le papier, Voilà. le film. On peut même mettre nos tubes de crème et nos Oui, tubes de tout à dentifrice fait. maintenant. Tout à fait. Mais par contre, les bouchons, qu'est-ce qu'on en fait, les bouchons? Bah, les bouchons, on les laisse dessus pour l'instant, et ils seront effectivement, ils rentreront dans le recyclage tel que c'est prévu. Donc là, ça se fait automatiquement ou c'est quelqu'un Automatiquement. qui retire les bouchons ou ça se fait à la main? Ça se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement, c'est formidable. Et dites-moi, est-ce que avec la consommation et la livraison à domicile, est-ce qu'on va pas au contraire en augmentant justement tout ce qui est carton, papier, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation des kilos par habitant? Alors, il y a effectivement des actions de prévention sur la quantité d'emballage. Il faut bien évidemment, là aussi, mais là c'est l'affaire de tous, il faut effectivement diminuer le volume de ces emballages. Alors on peut, aujourd'hui, il y a plein d'actions qui sont mises en place, notamment l'achat en vrac. Il y a de plus en plus de magasins qui permettent aujourd'hui d'acheter en vrac différents produits alimentaires. Donc là aussi, c'est une piste de progrès. Et bien évidemment, le travail essentiel se situe à la source, bien évidemment. Donc on a parlé des papiers et des cartons, il reste maintenant les conserves, on les mettait avant dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau métallique finalement On peut dans mettre dedans la poubelle jaune? Absolument tout, l'aluminium, les canettes en aluminium, tout ce qui est métal va également dans la poubelle jaune. Mais même une barre en métal, on peut? Alors non, il faut que c'est un rapport avec de l'alimentaire. Avec de l'alimentaire, ouais. Merci beaucoup, Mais Gérard. sinon, il y a une formidable déchetterie qui existe au Plessis-Douchard. On peut amener ces différents produits lorsque ça ne permet pas d'utiliser les containers classiques. Oui, c'est important de le souligner. On va peut-être rappeler l'adresse et dire qu'est-ce qu'on peut amener là-bas. On peut absolument tout amener. Il y a des actions qui sont notamment réalisées sur le mobilier, où une fois par mois, Emmaüs est présent sur le site pour récupérer le vieux mobilier. Enfin, il y a des tas d'actions qui existent. Il y a aussi la récupération de vélos. Enfin, bref, il y
il y a plein d'actions qui sont mises en place pour vraiment habituer nos habitants à trier et à essayer d'être le plus écologique possible. Alors, si on veut être au courant de tout ce que vous mettez en place On va pour sur, le tri, on va sur quel site? le site du syndicat Émeraude. Le site du syndicat Émeraude, tout simplement. Ça, c'est pour les opérations que vous menez tous les mois. Et puis, pour le tri, eh bien, vous allez sur le site C'est Tri Facile. Ça s'écrit CES-TRIFACILE.fr. Et là, vous avez tous les renseignements sur comment trier tous vos emballages, qu'ils soient papier, carton, blister ou bien aluminium. Merci beaucoup Gérard Lambermotte de nous avoir présenté tout ça. Et puis on va tout de suite faire une nouvelle petite pause musicale en hommage à Doris Day. Et on revient dans quelques secondes. Voilà, on fait très court, mais ça va, on est tout à fait dans les temps. Vous voulez parler d'autres sujets? C'est bon? C'est le qu'on va commenter. D'accord. Non, je ne l'ai pas. Non, on m'avait pas donné de communiqué. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que concernant le PC Bouchard, c'est que vraiment ce que vous avez fait, c'est, je dirais, vertueux et ça devrait être répandu dans les ensembles, dans les autres communes. Parce qu'aujourd'hui, 9% des déchets de type plastique sont récupérés. Et donc, quand on sait qu'il y a chaque seconde 100 millions de tonnes qui sont déversées dans la mer, c'est tout de même donc... Alors, il faut simplement trouver le partenaire qui a le process. Alors actuellement, pour votre information, on est en train de réfléchir au niveau du département. Parce que l'idée aussi, parce qu'un partenaire, il vous donne des bons prix au départ, enfin c'est pas vous qui apprendre ça, il vous donne des bons prix au départ, mais généralement après ça se gâte un petit peu, surtout s'il est un peu seul et isolé, donc il va en profiter par rapport aux collectivités. Donc actuellement, il y a une réflexion qui est en cours au niveau des départements, pour justement savoir si c'est pas les collectivités et les syndicats qui doivent construire des centres de tri, c'est beaucoup un plus. ou deux ou trois. Est-ce que vous voulez lui poser la question en direct? Vous voulez poser une question en direct? On peut discuter. Est-ce que certains, vous voulez poser des questions à M. Lambermotte? Non? Bon, Patrice Selos alors. On y retourne, non? Ça fait combien de temps là? On y va? On y retourne là? Voilà, c'était un hommage à Doris Day. Je vous ai fait entendre ce matin. Le premier titre, c'était Close Your Eyes et celui-ci, c'était Perhaps. Ça vaut le coup de les réécouter. C'est quand même des voix magnifiques. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Gérard Lambermotte, maire du Plessis-Bouchard, président du syndicat Émeraude, conseiller départemental du Val d'Oise, délégué au patrimoine, de Michel Jonker, président du MEVO et MEDEF Val d'Oise, Pierre Vinicki, président de Trust Inside, Angélique Sanzé, principale du collège Maximilien Robespierre de Goussainville, de Vincent Monet, directeur associé chez Aroman Executive Search, et de Patrice Selos, président de PM Initiative. Alors justement, Patrice Selos, vous vouliez poser une question à Gérard Lambermotte. Oui, enfin une question qui est basée sur une remarque d'ordre général, c'est que chaque seconde, il y a 100 millions de tonnes de déchets qui sont mis à la mer. Et donc, au niveau des plastiques, quand on regarde ce qui se passe au niveau du plastique, c'est 8 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées à la mer chaque année. Et seuls 9% des déchets plastiques sont recyclés. Moi, je trouve que l'initiative qu'a pris le Plessis-Bouchard est quelque chose de très important, qui devrait être, je dirais, étendue sur l'ensemble donc des communes. Mais est-ce que cela est possible? Et que faut-il faire pour faire prendre conscience, comme vous l'avez fait, aux autres communes, de cette nécessité? Alors, c'est vrai, on voit que c'est une poussée, vous avez, Patrice Selos a raison, on voit que c'est une poussée d'ailleurs européenne de faire attention à l'environnement. Alors, Alors bon, effectivement, d'abord, la condition de départ, c'est d'avoir un centre de tri qui soit adapté à cette extension des consignes de tri, donc le process qui existe dans son intégralité. Donc aujourd'hui, nous, au syndicat Émeraude, nous avons un prestataire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a ce centre de tri qui est à la pointe finalement, qui permet effectivement cette extension. Donc aujourd'hui, on a un contrat sur 4 ans avec lui, on a bénéficié de prix, on craignait une hausse conséquente entre l'ancien process et le nouveau. On a eu une augmentation du coût de 4,3%, ce qui est très faible sur la durée, avec cette extension et ces nouvelles recettes qui vont arriver. Donc là, actuellement, pour répondre à votre question, on a conscience que l'obligation 2022 va faire que les centres de tri existants vont arriver à saturation. Donc il faut vraiment mener une réflexion sur le sujet. Donc il y a une réflexion qui est en cours
au niveau du département. Alors, ce n'est pas une compétence qui revient au département, ce sont les syndicats qui ont cette compétence, et notamment plus particulièrement les intercommunalités. Donc, il y a une réunion déjà qui a eu lieu avec l'ensemble des syndicats, et il y a un bureau d'études qui réfléchit avec nous sur la construction de nouveaux centres de tri. Alors, c'est 1, 2 ou 3 au niveau du département. Donc, la réflexion est en cours. Est-ce que ce sont les collectivités qui doivent investir dans ces centres de tri ? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut trouver d'autres partenaires? Est-ce qu'il faut se mettre tous ensemble pour répondre à cette problématique? Mais vous avez raison, le plastique est vraiment une plaie aujourd'hui pour notre environnement et il faut essayer de mettre toutes les solutions en place pour pallier à cette difficulté. Alors, il n'y a pas que le plastique, il y a aussi le fait d'éduquer les populations. Gérard Lambermotte, est-ce qu'on ne doit pas être plus sévère envers nous, les citoyens, qui ne faisons pas toujours le travail et qui jetons même dans la rue n'importe comment, n'importe quoi? On voit bien quand on prend la route, on voit bien sur les aires le long des routes, quelquefois c'est jonché de détritus. Ouais, on a une difficulté aujourd'hui par rapport à ce point précis, notamment sur nos bornes en apport volontaire, où on a effectivement des dépôts sauvages pratiquement en permanence, où les gens ne font pas l'effort soit de déchirer le carton pour qu'il puisse être introduit dans la borne, hein, ils le déposent simplement à côté. Donc là, il y a effectivement une vraie difficulté. Mais nous menons de nombreuses actions, notamment par rapport au monde scolaire. Et notamment, dans un autre domaine, on met aussi beaucoup d'énergie dans ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire. Et il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de la restauration scolaire, notamment, pour habituer dès le plus jeune âge ces enfants donc, à éviter le gaspillage alimentaire. Mais après, ils racontent tout ça à leurs parents. Et généralement, c'est assez bénéfique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme en Suisse? En Suisse, déjà, à la maternelle, ils ont 5 ou 6 poubelles. Et donc, les enfants sont obligés de trier déjà dès l'âge de 3 ans. Alors, il y a des expériences qui existent sur ce sujet-là, mais il faudra sans doute effectivement arriver un jour à étendre ces actions. Est-ce qu'on ne doit pas verbaliser également? C'est la question que se posent certaines personnes. Est-ce qu'on ne doit pas verbaliser le citoyen? Alors, il y a des arrêtés municipaux qui existent sur les dépôts sauvages, mais la grande difficulté, c'est de pouvoir, identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. Alors, quelquefois, on réussit, puisque dans les déchets, on arrive à trouver des traces d'adresses ou autre chose qui permettent effectivement de remonter à l'origine. Mais il faudra sans doute être de plus en plus sévère sur ce sujet pour que nos concitoyens aient vraiment le bon geste. Le bon geste. Merci beaucoup, Gérard Lambermotte. On va tout de suite passer la parole à Michel Jonker. Michel Jonker, vous êtes président du MEVO et MEDEF du Val d'Oise. Vous avez choisi comme thème aujourd'hui l'arbre de la confiance, l'arbre de confiance. Alors pourquoi? Alors l'arbre de confiance aujourd'hui, c'est parce que Pierre Méniquier, qui va parler après moi, m'a présenté quelque chose de tout à fait intéressant. Cet arbre de confiance, parce qu'en fait, l'entreprise ne peut se développer que s'il y a confiance entre les parties, ce qu'on appelle les parties prenantes. Et donc, on peut dire qu'entreprendre, c'est donner confiance pour conquérir et fidéliser les clients, fidéliser si on a la confiance en continu, ce qui permet évidemment d'assurer la croissance et de rester pérenne, d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et donc ça, c'est tout à fait important. L'étymologie dans de croissance, c'est se fier à. Donc le client se fie à vous parce que non seulement il sent que ça va marcher entre vous, mais aussi il sait que vous êtes professionnel. En fait, quand vous avez le cycle de la vente qui commence par écouter le client pour savoir déterminer ses besoins, puis il faut savoir faire, et puis il faut être meilleur que les concurrents. Non, être meilleur que les concurrents, actuellement, tout le monde est aussi bon les uns que les autres par tout ce qui est bon. Tout le monde connaît la qualité, tout le monde connaît les RSE. Donc le client, il est devant une multitude de fournisseurs qui sont aussi bons les uns que les autres. Qui c'est qui va choisir parmi tous ceux qui sont bons en prix, en délai, en qualité? Ben, il va choisir celui à qui il a le plus confiance. Et donc, celui qui a le plus confiance, ça va être celui qui donne confiance d'ailleurs à toutes les parties prenantes. Parce qu'il n'y a pas uniquement le client qui doit avoir confiance, mais le personnel de l'entreprise qui doit avoir confiance dans l'entreprise. Il y a les fournisseurs qui doivent avoir confiance dans l'entreprise. L'actionnaire qui doit avoir confiance, sinon il ne laisse pas l'argent. Et puis finalement l'environnement. Tout l'environnement qui permet de voir si... Parce que vous savez, l'environnement, si vous polluez l'intérieur, vous tuez votre personnel. Si vous polluez l'extérieur,
vous tuez vos clients, votre personnel futur, et puis vous tuez surtout votre réputation. Et donc c'est très important, cette confiance-là. Ben, d'ailleurs, sans confiance, il n'y a pas il n'y a pas de sociabilité. Regardez, en 2007-2008, le monde a perdu confiance. Quand Lehman Brothers s'est écroulé et a fait faillite, et les banques qui étaient liées ont eu des gros problèmes, et les gens n'ont plus voulu acheter quoi que ce soit en attendant que les choses aillent mieux. Et le monde s'est écroulé. Il y a des entreprises qui ont perdu 75% de leur chiffre d'affaires parce que plus personne avait confiance en l'avenir. Voilà, donc quand Pierre Veliky m'a dit « j'ai une idée pour faire en sorte de développer la confiance dans les entreprises ou ailleurs ». Et donc je lui dis, il m'a expliqué ça, et il va l'expliquer maintenant, et je crois que c'est quelque chose de très utile et d'infiniment astucieux, qui a d'ailleurs permis de se développer dans l'éducation nationale. Donc je crois qu'on va demander à Pierre Veliky, c'est quoi cet arbre de confiance qui fait que les entreprises vont rester pérennes et que tout le monde sera content dans le futur et qu'on pourra avoir beaucoup de commandes. Alors justement, Pierre Veliky, vous êtes le président de Trust Inside. Vous aidez les entreprises et les institutions à mesurer et à renforcer la confiance, et vous avez mis en place ce que vous appelez justement un arbre de confiance qui comporte plein de thèmes. Donc 7 thèmes en fait. Expliquez-nous un petit peu pourquoi d'abord un arbre, comment vous avez pensé à réaliser cet arbre de confiance? Eh bien, pourquoi ai-je réalisé cet arbre de confiance? Parce qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années au moins, si ce n'est plus, j'ai pu observer que ce problème de confiance, ou plutôt de défiance, était en train de miner notre société, que ce soit le monde des entreprises, de l'éducation, de la société en général, de la politique, hein, et je dirais que les élections qui viennent de se produire et qui voient la poussée à nouveau de partis extrêmes, je dirais, montrent bien que nous sommes dans une société qui repose sur la défiance plus que sur la confiance, et c'est vraiment de plus en plus inquiétant et problématique. Simplement, le problème, et pour revenir sur ce que disait Michel Jonker à l'instant, c'est que même si on a cette perception-là, cette intention de construire de la confiance, comment le faire? Et quand il n'y a pas de confiance, d'où vient ce manque de confiance? Sait-on l'objectiver? Sait-on exactement quels sont les facteurs concrets, précis, en termes de comportement, de posture ou d'attitude, qui génèrent de la confiance ou à l'inverse de la défiance? Parce que si on ne le sait pas, il est très difficile d'agir précisément dessus. Alors on a plus l'habitude dans nos sociétés d'être une société de l'interdit, justement. Est-ce que c'est pas ça qui, au départ, a généré cette défiance et donc ce manque de confiance? Écoutez, c'est un problème alors multifactoriel justement, et on va y revenir. Et c'est ce qui, en fait, nous avons engagé en 2012, excusez-moi, 3 ans de recherche et développement avec un think tank dont j'étais à l'initiative. Et d'ailleurs, je suis presque ému, je dirais, d'être ici à Enghien aujourd'hui, puisque il est amusant de voir que le maire d'Enghien, M. Philippe Sueur, qui a parlé tout à l'heure, était à la tribune au Sénat parmi les intervenants du colloque de l'Institut Confiance, initiatique, je dirais, en 2012, et qui, après 3 ans de recherche et développement organisé par une centaine de personnes, a permis de faire émerger cet arbre de confiance qui, effectivement, vous parliez de 7 dimensions, effectivement, on a identifié 7 types de comportements ou d'attitudes qui, mis bout à bout, si je puis dire, contribuent à créer une culture ou des pratiques de confiance, ou à contrario, quand ces facteurs sont insuffisamment présents, plutôt une culture de méfiance, voire même de défiance. Alors expliquez-nous justement ces 7 thèmes ou paliers, ou je ne sais pas comment vous les appelez. Alors on utilise un terme, alors je ne veux pas entrer dans des grands termes scientifiques, surtout qu'on essaie de les éviter, mais il y en a quand même un que je vais employer. Nous, on parle de cet habitus de confiance. Habitus, H-A-B-I-T-U-S, qui est un mot latin, qui est popularisé par le sociologue bien connu, même mondialement connu, Pierre Bourdieu, et qui veut dire des comportements ou des pratiques qui trouvent leur origine dans un héritage social ou culturel. Alors je vais rebondir, et je vais faire rebondir chacun de ces habitus par rapport à des propos qui ont été tenus depuis ce matin autour de cette table. L'un d'entre eux, c'est la notion de co-responsabilité, de coopération et d'émulation. Alors la co-responsabilité, c'est quelque chose de fondamental. Dans les propos de monsieur Lambert-Motte sur ce qu'il a mis en place en termes de tri sélectif au Plessis-Bouchard, eh bien, typiquement, il ne peut pas y avoir de culture de développement durable et de tri de cette nature-là s'il n'y a pas une culture citoyenne de co-responsabilité. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de mes actes sur les autres et réciproquement. Et dans une culture très individualiste, que nous connaissons dans nos sociétés, en France et ailleurs depuis bien longtemps, et on est très éloigné de cette culture de co-responsabilité qu'il faut arriver à conscientiser, si je puis dire. Ça, c'est un premier habitus fondamental.
Parmi les autres, je ne vais évidemment pas les approfondir trop, je vous citerai la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité et le respect des règles du jeu, mais j'ajouterai un autre habitus qui est l'indépendance de jugement face au conflit d'intérêts ou au conflit de valeurs. Et ces deux habitus-là, je pense qu'on peut les mettre en corrélation très directe avec la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques en général, et notamment de l'Europe. Hein, quand les gens vous disent mais on ne croit plus que ce qu'on nous dit, ou entre ce qu'on nous dit et les intentions qu'il y a derrière, on est sur deux lignes différentes. Comment voulez-vous créer une culture de confiance? Et quand beaucoup de gens, et surtout les opposants à l'Europe, vont dire qu'il y a des lobbies, vous voyez, qui sont partout, etc. Donc ça montre bien qu'il y a des conflits d'intérêts. En tous les cas, c'est ce que pensent les gens. Et parfois c'est vrai, hein, donc bien sûr. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas de nature à générer une culture de confiance. Ensuite, je vous évoquerai deux habitus de l'art, qui sont l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité, de même qu'un autre, qui est l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Et ces deux habitus-là, eh bien, ils renvoient très profondément à notre culture éducative. Dans une éducation qui ne favorise pas le droit à l'échec ou à l'erreur, et l'incertitude, le risque et la complexité, comment voulez-vous innover? Comment voulez-vous prendre des risques si vous avez l'impression de vous faire taper sur les doigts dès que vous en prenez? Comment voulez-vous libérer la parole, que Michel connaît comme moi, bien sûr, enfin connaît les entreprises, mais c'est vrai aussi dans le monde politique ou des administrations publiques. Plus on grimpe dans la hiérarchie, moins les choses se disent, ou ne remontent que les bonnes nouvelles. Absolument. Tous les problèmes sont tus. Et pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. Oui, parce qu'on a peur de se faire virer quand on est en entreprise carrément même. Mais exactement, tout à fait. Donc voilà quelques exemples d'habitus. Alors je reviens à l'éducation, parce que de toute façon on va poursuivre. On va en parler dans quelques minutes. Il se trouve que justement, nous sommes aujourd'hui dans il se trouve qu'il y a un momentum qui est quand même bon pour traiter de cette question-là, puisqu'il y a pour le coup un ministre de l'Éducation, M. Blanquer, qui a fait beaucoup porter toute sa politique sur cette notion de confiance à l'école. Alors, ça peut susciter des discussions, des critiques politiques, etc. Nous, on ne se situe pas sur le terrain de la politique, mais de l'action sur le terrain, très concrètement, avec notre travail de confiance et les outils que nous avons mis en place. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de l'importance de la confiance dans les relations à l'école, entre les parents, les enfants, les enseignants, les chefs d'établissement, en bref, toute la communauté éducative. Et ça, c'est un des aspects clés sur lesquels nous travaillons. Michel Jonker. Oui, une chose aussi qui est écrite dans l'art de confiance et que je vois dans les entreprises, c'est évident, c'est l'empathie. L'empathie, c'est, et d'ailleurs, si vous voulez avoir des commandes en Asie, par exemple, si vous n'avez pas développé l'empathie avec votre client, c'est quoi l'empathie? Ben, l'empathie, c'est se sentir bien avec quelqu'un. En gros, je ne te dirai pas que je t'aime, mais je sais que tu sais que je t'aime. Et avec ça, avec l'empathie et le professionnalisme aussi, ben, on peut faire des merveilles et on peut avoir... Il faut que les clients se sentent bien et sentent que la personne a des compétences, mais aussi qu'on se sente bien. Quand vous allez acheter, moi, Madame Sueur, quand vous allez acheter une robe dans un magasin, si la personne vous reçoit mal, il n'y a pas d'empathie, ben vous irez acheter la robe dans un autre magasin. Donc ça c'est pareil pour les clients. Donc l'empathie et la bienveillance, voilà, qui est un point essentiel pour moi dans les entreprises. Alors Pierre Vinicki, vous avez parlé de 7 habitus, vous nous en avez donné 4. Quels sont les autres? Alors, je les ai évoqués rapidement. Alors, je voudrais simplement, pardon, si vous me permettez, rebondir peut-être sur le commentaire de Michel à l'instant sur l'empathie et la bienveillance. Bien sûr. Pour renvoyer aux racines de l'arbre. Comme vous voyez, un arbre, par définition, il a un feuillage, mais il a aussi un tronc et des racines. Et qui dit racine, dit sous-jacent, invisible et même inconscient. Et le champ de l'inconscient est fondamental parce que c'est ce qui recouvre les croyances, les valeurs, les peurs, l'héritage culturel, l'histoire de la personne, d'une famille, d'une entreprise, d'une institution, d'un territoire ou même d'un pays entier. Et par rapport à ce que dit Michel à l'instant, c'est intéressant de noter que l'empathie et la bienveillance, qui pourraient sembler des évidences, eh bien, le sont pas du tout, parce qu'il y a je pense que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour un certain nombre de personnes, de plus en plus, être bienveillant et empathique, c'est presque pour certains être un petit peu gentil et naïf. Et on va se faire avoir quelque part. C'est ça. Hein, vous voyez, pour être performant, il vaut mieux être méchant et dur, être un tueur, entre guillemets. Hein. Et ça, je crois que il faut déconstruire ce type de croyance, parce qu'effectivement, être empathique et bienveillant, ce n'est pas contradictoire avec la performance d'une organisation. Merci Pierre Vinicki, Michel Jonker. Une chose que j'ajouterais au niveau de l'empathie, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, au MEVO, nous avons lancé le thème de l'année, entreprendre, c'est donner confiance, l'entrepreneur est un aimant. Il attire
et il aime. Il attire parce que l'autre se sent aimé. Et donc c'est très important ça. Mais avant tout, il faut quand même être professionnel, avoir les compétences et être meilleur que aussi bon que les meilleurs au niveau du savoir-faire. Et ça, et la confiance inclut le savoir-être, mais c'est un ensemble des deux. Vincent Monnet, alors je suppose que là vous êtes en accord avec ce qui vient d'être dit. Tout à fait. Mon sujet, c'est le recrutement. J'interviens pas principalement sur le recrutement de cadres dirigeants, d'experts dans les entreprises. On est quand même sur un marché actuellement où on a du mal à trouver des candidats et la notion de confiance est primordiale entre le recruteur et le recruté. Le sentiment de défiance est quand même très présent. On en parlait en préambule qu'un ensemble de gens ne veulent plus aller dans des grands groupes parce qu'ils se sentent perdus, il n'y a plus cette relation de confiance. Et effectivement, être capable de la rétablir, mettre en place de l'empathie, de la bienveillance, ce sont des points très importants et qui par moments sont même galvaudés parce que figure sur le pignon des entreprises la bienveillance comme valeur, mais avec un défaut d'application en interne. Et remettre ces sujets-là dans les relations humaines est primordial. Merci Pierre, merci Vincent Monnet. On va repasser la parole à Pierre Vinicki. Alors les trois autres habitus de nous tous, quelles sont-elles? Alors, je vais en même temps rebondir sur ce que vient de dire M. Monnet pour illustrer justement ces autres habitus. Alors, il y a donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité et la loyauté. Alors, quand M. Monnet, mon voisin, donc, parle d'entretien de recrutement, ça me renvoie moi, à des choses assez intéressantes aussi de ce point de vue-là. Il y a un peu le sentiment que quand on passe un entretien, on est dans un jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent je fais un jeu de rôle. Et qui dit jeu de rôle, je dis comédie quelque part. Et où est l'authenticité là-dedans? Et donc je crois qu'il y a, nos enjeux que nous avons identifiés, c'est d'être la cohérence entre les paroles et les intentions sous-jacentes. C'est fondamental. Là, donc ça veut dire que quand on répond à un entretien, il vaut mieux être authentique ou jouer une petite scénette? Pour moi, mais là je laisserai l'expert parler, pour moi il vaut mieux être authentique. Il vaut mieux être authentique, parce que sinon les choses ressortent à un moment ou l'autre, et c'est pas bon. Parce que en fait, le but quand on répond à un entretien, c'est d'avoir le job finalement. C'est ça. Donc le candidat, il est entre deux étages, j'imagine. Vincent Monnet. Je confirme. Je pense que l'authenticité est nécessaire. Il est important de remettre ce sujet-là aussi, puisque que ce soit côté recruteur ou recruté, se survendre ou biaiser la réalité, c'est des choses qui vont être vues, revues ensuite. Donc, il est préférable d'être naturel. Oui, l'application de cette méthode a été quand même un témoignage, c'était intéressant. C'est Madame la principale du collège Maximilien de Robespierre qui a installé son arbre de confiance avec M. Pierre Vinicki qui était dans son collège. Alors justement, voilà. Angélique Sanzé, vous avez fait appel à Pierre Vinicki pour installer cet arbre de confiance au collège Robespierre de Goussainville. Alors comment vous est venue cette idée déjà et pourquoi? On s'est rencontré avec M. Vinicki pendant un séminaire proposé par la préfecture du Val d'Oise et la mairie de Goussainville. Très rapidement, j'ai vu l'outil de l'arbre de confiance, que c'est un outil ludique pour me permettre à travailler sur les vraies valeurs dont nos adolescents ont besoin pour leur vie. Et pour moi, la confiance, c'est la base de la personnalité de l'adolescent. Vous parlez des entreprises, vous parlez de l'avenir des adultes. Tout s'est construit à l'école. Et je pense qu'il faut donner confiance aux adolescents. Et l'arbre de confiance, pour moi, c'est un outil ludique, comme je dis, où on fait prendre conscience aux adolescents de l'importance de la conscience. Ça, c'est très important. Et de ces variables. Et au bout de 30 minutes de passation de l'arbre de confiance, on a des réflexions approfondies de l'adolescent et ça permet aussi de développer des liens par la suite avec les enseignants parce qu'une fois qu'ils ont passé l'arbre de confiance, ils débriefent avec leurs enseignants qu'eux, ils ont choisi et pendant 1 heure, on donne la parole aux adolescents. Ça, c'est très important parce que dans notre système scolaire, l'enfant prend la parole uniquement pour réciter des cours, mais on lui demande très rarement son opinion. Son avis. Son avis. Et moi, je pense que si on veut avoir
des adultes avec confiance en eux, il faut quand même leur donner la parole et les construire. Alors, ça fait 3 ans que vous avez mis ça en place dans des classes de 4e et de 3e. Finalement, comment vous avez commencé au début? Comment ça a été pris? Comment ça a été ressenti par... Je remercie déjà mes enseignants parce que moi, j'avais l'idée, mais après, il fallait qu'ils me soutiennent. Donc, ils ont soutenu le projet, ils se sont investis et c'est eux qui me donnent les retours en me disant on crée des liens différents avec nos élèves. Parfois, on a des situations qu'on n'avait pas vues pendant 4 ans, parce qu'on passe l'arbre de confiance pour les élèves de 4e et 3e, et on découvre au bout de 30 minutes de débriefing avec le professeur que c'est un enfant qui est en grande souffrance, et par la suite, ça nous permet d'être réactifs, de mettre un travail avec l'équipe socio-médicale de l'établissement et aider l'adolescent dans sa propre vie, et pas le voir seulement comme un élève. Comme un élève. Alors, donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire c'est la relation, on va dire, enseignant-élève. Mais le deuxième niveau, c'est aussi la relation à 3, c'est-à-dire avec les parents. Avec les parents, et les parents étaient enthousiastes aussi, parce que comme vous avez compris, quand on a une idée d'un projet, après, il faut le faire accepter par la communauté. Et les parents étaient enthousiastes, et ils ont soutenu le projet. Et on a établi des liens de confiance parce que les parents rentrent très facilement dans l'établissement et on a des rapports très simples. Parce qu'il y a un habitus qui me parle beaucoup, c'est reconnaître ses fautes. Dans l'éducation nationale, parfois, on fait des fautes, hein, comme tout humain. On fait des erreurs. Et le fait de dire aux parents « désolé, je comprends et je m'excuse », et je vous assure que c'est très important pour la construction des liens de confiance. C'est peut-être un peu plus américain, j'allais dire, comme manière de se comporter que français, en tout cas pour le moment. Pierre Vinicki, alors comment vous avez mis en place cet arbre de confiance au collège? Alors, en fait, il y a 3 ans, 4 ans, l'arbre a émergé en fait du sol, si je puis dire, il y a 4 ans. Simplement, la question qui s'est posée à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça reste un joli modèle pour de joyeux intellectuels français, ou est-ce qu'on arrive à l'opérationnaliser dans des contextes d'entreprise, d'institutions, voire ou d'écoles, effectivement. Et ça nous a amené donc, pour passer du concept à la méthode et de la méthode à l'outil concret, à traduire ce modèle, cet arbre de confiance, en des baromètres de mesure de la confiance, qui sont des outils web et mobiles, qui sont adaptés souvent avec des questions qui sont adaptées à chaque contexte et chaque sujet, chaque thématique. Et par exemple, à l'école, il y a plusieurs baromètres qui sont mis en place, et c'est là que nous avons commencé donc à Goussainville avec Angélique. Baromètre de confiance des enfants, baromètre de confiance des parents, baromètre de confiance des enseignants, baromètre de confiance du chef d'établissement. Et donc ce sont des outils extrêmement précis dont les résultats, alors ce n'est pas des baromètres qu'on fait sur la plage et tels des questionnaires que vous imaginez, c'est un outil au service du dialogue. Et Angélique insistait là-dessus, les résultats du baromètre qui donnent la couleur de l'arbre de confiance de l'enfant ou de l'enseignant ou du parent vont servir de support à une discussion, à un débriefing, à une sorte de coaching, si je puis dire, de l'enfant par un adulte qui a été préparé et formé à cela, parce qu'il y a une partie de formation, bien sûr, en amont qui est importante, pour mettre en place tout cela, enfin, en partant pas très complexe, mais qu'il faut absolument prend un petit peu de temps, oui. Bien entendu. Et donc, comme le disait Angélique, ça favorise 3 choses, en fait, cela. Moi, je dirais, premièrement, Angélique l'a dit, c'est un catalyseur de prise de conscience, un accélérateur de prise de conscience énorme du rapport à la confiance qu'a chacun, et je dois employer un terme un petit peu scientifique, qui est le terme ça a un effet dit de métacognition, c'est-à-dire qu'on se voit fonctionner. Et pour un adulte, c'est déjà pas simple, et pour un enfant, ce sont des questions qu'il ne s'est jamais posées. Tout à coup, il se voit fonctionner en voyant la couleur de son arbre de confiance. Donc, prise de conscience, deuxièmement, libération de la parole, et troisièmement, dès lors qu'il y a ces 2 premiers éléments, ça favorise des changements de comportement sur la durée. Et voilà. Et alors, vous évoquiez juste le terme, est-ce que c'est américain? C'est amusant que vous posiez la question, parce que je reviens hier soir de Vancouver, où, au Canada, en Colombie-Britannique au Canada, où nous étions avec l'OCDE, pour le forum de l'OCDE sur l'éducation, et on voit que l'arbre de confiance, bien qu'ayant été construit en France, parle énormément aux Américains, aux Nord-Américains, aux Africains, aux Asiatiques, dans le monde entier. Ce problème de la confiance, il n'est pas que français, il est mondial. Donc en fait, on a une défiance mondiale, vous dites.
Oui, alors, mais comment dire, qui n'est pas sur les mêmes thèmes, bien voilà, sûr. exactement. Là, voilà, alors les 7 facteurs, les 7 habitus de là, on les trouve dans le monde entier. Simplement, les racines, voilà, les racines sont croyances, différentes. les peurs, l'héritage culturel est profondément différent, évidemment, d'un territoire à l'autre. Alors, on va revenir sur l'exemple avec vous, Angélique Sanzé, au niveau du collège Maximilien. Qu'est-ce que ça a apporté au niveau de la prise de conscience de son potentiel pour les adolescents? Déjà, un apaisement du climat général. C'est vrai que les résultats sont plus qualitatifs que quantitatifs, hein, parce qu'en France, on a l'habitude de voir tout avec des chiffres, mais parfois, ce qui est plus important, c'est la qualité. Donc, nos relations entre toute la communauté scolaire s'est améliorée. Les parents sont beaucoup plus nombreux pendant les réunions parents-enseignants. Je peux dire qu'on n'a pas d'opposition d'adolescents, on arrive à communiquer, à faire tomber les tensions et progresser au niveau des résultats, mais bon, il y a d'autres variables qui interviennent. Est-ce qu'il y a moins d'échecs scolaires, moins de décrocheurs, comme on dit? Est-ce que les enfants, les ados font leurs devoirs, par exemple? Une prise de conscience des adultes, et maintenant on aborde le décrochage d'un enfant d'une autre façon. Il y a les pratiques des enseignants et des adultes qui sont devenues beaucoup plus attentives, plus bienveillantes, et on propose tout de suite des modules de prise en charge de la difficulté. Et ça m'a étonnée parce que depuis, j'ai des propositions de modules au niveau c'est la psychologue éducation nationale, la communauté travaille dans cette dynamique de bienveillance et d'accompagnement de l'enfant. Vous voulez dire que la communauté d'enseignants est plus souple à modifier éventuellement ses programmes, parce que c'est difficile d'être enseignant à notre époque avec l'Internet, tout ce un enfant peut aller lire de lui-même sur Internet selon ce qui lui plaît ou pas. Donc effectivement, un ado notamment, si le cours l'intéresse pas, il n'a plus envie d'aller en cours en fait. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Et il y a aussi une fluidité de la communication entre les adultes qui nous donne qu'on avance et on trouve des solutions beaucoup plus efficaces et rapides. Et donc, du coup, par exemple, par rapport aux décrocheurs, est-ce qu'il y a un résultat concret en 3 ans d'expérience? Oui, on a des résultats. Actuellement, on a des orientations et on a pu travailler les orientations avec les élèves. Et j'étais surprise parce que les orientations étaient finies très rapidement. Et au niveau des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire parler, écrire, lire, le calcul ou les maths, est-ce que là, il y a une meilleure acceptation aussi de... Tout à fait, parce que là, les professeurs sont plus disponibles. Ils proposent de l'aide que je n'avais pas avant. Avant, je cherchais les professeurs. Maintenant, c'est les professeurs qui me proposent de faire de cours en plus, de cours de rattrapage. Donc, je pense qu'il y a cette communication entre la difficulté de l'élève, de l'enfant, et l'adulte. Donc finalement, c'est la méthode d'enseignement qui change au bout de... Bougent, oui, voilà. Oui. C'est pas seulement les élèves qui sont... Ensemble. Voilà, c'est un ensemble. ensemble. C'est là qu'on voit l'amélioration, mais elle est à tous les niveaux. Merci beaucoup, Angélique Sanzé. Michel Jonker. Oui, c'est très important ce qui se fait dans les collèges parce que ça apprend aux élèves à avoir du savoir-être au-delà du savoir-faire. Et l'entreprise, l'employabilité, plus tard, de ces élèves, l'employabilité, eh bien, c'est la somme absolument indissociable de qualification, de savoir-être, de savoir-faire, c'est-à-dire diplôme, mais de savoir-être. Ça va savoir mettre sa compétence ou ses qualifications au service de l'entreprise. Pour moi, une compétence, savoir-faire, plus savoir-être. Et l'entrepreneur, qui, une fois qu'il a décidé mission, vision, stratégie, après, il faut qu'il mette en place sa stratégie, et c'est un assembleur de compétences. C'est-à-dire un assembleur de personnes qui, en même temps, acceptent de vivre ensemble, qui ont confiance entre eux. Et ce que fait dans les collèges, Madame la principale, c'est absolument indispensable. Nous-mêmes, nous allons, avec le conseil départemental d'ailleurs, et l'académie, nous allons dans 70 classes collèges par an pour expliquer ce qu'est l'entreprise et quel est le comportement qu'on doit avoir en entreprise pour devenir justement employable. Quand un entrepreneur a besoin d'une personne d'un certain diplôme, eh bien il a 3-4 candidats,
devant lui avec le même diplôme, et puis il va en choisir un et pas les autres. Pas sur le diplôme, puis ils ont tous le même diplôme, sur le fait qu'il se sente bien, il ait confiance, il sera en phase, parce que l'entrepreneur doit faire une certaine alchimie pour que tout ça se passe bien et que l'entreprise donne confiance aux clients et que l'ensemble du personnel ait confiance dans l'entreprise et que tout se passe et qu'il y ait la croissance. Pierre Vinicki. Oui, vous, en fait, si je dois un petit peu vous donner quelques éléments un peu chiffrés, malgré tout, sur concrètement qu'est-ce que ça a donné cette démarche à Goussainville, on a essayé de mener une étude d'impact. Après un an d'utilisation, entre avril 2017 et avril 2018, on a pu mesurer les premiers éléments d'impact d'une telle démarche. Je vais vous donner simplement 3 indicateurs qui, je crois, sont assez saisissants. Un que moi j'aime bien, c'est la conscience de son potentiel par l'enfant. Des adolescents à Goussainville, qui est quand même, vous savez, un endroit difficile, avec beaucoup d'enfants défavorisés. En avril 2017, seulement 53% des élèves de 3e se voyaient faire des études supérieures et aller dans le seconde général. Et bien, un an après, 83% avaient cette intention, ce qui montre quand même un changement de perspective de son avenir, à la fois de l'enfant et bien sûr de ses parents aussi. Donc, Oser. Voilà. Oui, la confiance, c'est oser finalement. Exactement, et se projeter dans l'avenir. Deuxième dimension qui là touche plutôt les enseignants, mais qui est aussi finalement fondamentale, bien entendu, c'est l'attractivité de l'établissement. Il y a un an, en avril 2017, 45% des enseignants de Goussainville demandaient une mutation inter- ou intra-académique. 45%. Savez-vous combien c'est tombé un an plus tard? 2%. Et ça continue. Et ils quittent en disant... On sait ce qu'on quitte, mais il fallait que je descende dans le sud de la France. Donc, c'est dans ma famille. Donc, ça fait plaisir. Quand même. Ça fait plaisir, c'est vrai. Mais j'imagine que vous n'imaginiez pas mettre ça en place à la base pour un collège quand vous avez créé cet arbre de confiance. Vous pensiez plutôt aux entreprises ou aux institutions politiques peut-être? Écoutez, au départ, en 2012, avec l'Institut Confiance, on pensait société dans sa globalité. Société dans sa globalité. À tel point d'ailleurs qu'il y avait 6 groupes thématiques, dont un qui traitait de la confiance, culture et éducation, quand même. Mais il y avait aussi la confiance dans le management des organisations. Donc on voyait les choses dans leur globalité. Mais c'est vrai que via le Val d'Oise, je tiens à dire, parce que nous sommes dans le Val d'Oise, nous devons beaucoup au Val d'Oise, et on est enchanté d'avoir eu cette expérience dans le Val d'Oise, qui a commencé, et ça a été cité tout à l'heure, par la préfecture et le conseil départemental, qui nous ont demandé d'agir sur des problèmes graves de prévention de la radicalisation. Il faut vous dire, il y a maintenant 4 ans, ça a été notre point d'entrée, c'était ces sujets-là, et qui nous ont amené finalement à nous ouvrir à l'éducation beaucoup plus globalement. Oui, parce que je vais t'interrompre un peu, parce que je trouvais que chercher la défaillance, et sans l'avoir travaillé à l'école, pour moi c'était aberrant. Parce que l'école est là pour construire la confiance. C'est pour cela, avec M. Whitney, on a réfléchi qu'il faut pousser les curseurs vers l'apprentissage de la confiance avant de chercher la défiance. Mais on sait bien sûr, puis on sait bien que tout se passe, tout est l'éducation, oui. Tout se passe dans notre enfance finalement. C'est ça qui conditionne notre être humain du futur. Voilà. Mais alors donc, vous avez parlé tout à l'heure, il y a donc un acteur clé dans l'éducation qui est souvent, et je le vois, c'est très intéressant d'ailleurs même à Vancouver dont je parlais tout à l'heure, il y a un acteur qui est encore très ignoré par tous les acteurs internationaux, pas qu'en France, ce sont les parents, qui jouent un rôle absolument majeur. Et là, à Goussainville, Angélique a très bien su associer les parents d'élèves et leurs fédérations, leurs associations, que sont la FCPE et puis les autres, la PEP également, mais pas à Goussainville, mais dans d'autres établissements, la PEP est également impliquée. Et notamment, là aussi je reviens aux indicateurs, il y en a un que je trouve très saisissant, c'est la question de ce qu'on appelle la coéducation, la qualité de la coéducation. Eh bien, Angélique et son adjointe à l'époque, en 2017, m'ont dit la chose suivante: lorsque, à l'époque, elle recevait un parent d'élève, eh bien, dans 80% des cas, eh bien, ça se terminait mal, à tel point que l'adjointe d'Angélique m'avait dit qu'elle avait la boule au ventre, et parfois même elle pleurait avant de recevoir un parent d'élève. Vous vous rendez compte? C'est fort, ça. C'est quand même incroyable. Eh bien, un an plus tard, eh bien, de manière un peu stupéfiante, ça m'en est même étonnant, 0% des entretiens se déroulent mal. Alors, les parents peuvent arriver, remonter pour telle ou telle raison, mais la qualité de l'empathie, justement, de l'écoute, du dialogue, de ce qu'a dit, je crois, Angélique, très important aussi, c'est d'accepter de dire je me suis trompé, nous nous excusons. Ça, c'est quand même, c'est très très loin d'être culturellement ancré chez nous, cette capacité à dire
je m'excuse. Et c'est pas une question de mea culpa, parce que le mea culpa, on a toujours toute l'impression d'une espèce de faute divine, enfin bref, vous voyez, c'est normal de savoir s'excuser, et ben ça apaise les choses. Oui, à l'heure justement où on reproche aux parents de ne plus éduquer leurs enfants. Tout à fait. C'est bien ça, j'ai extensé. Et là, moi je vois qu'ils amènent même des projets de l'extérieur vers nous, en négociant les prix des projets. Donc il y a quand même un travail en commun de coéducation. Et moi, je suis ravie de travailler avec les parents de Goussainville. Tout à l'heure, vous avez dit que ce sont des enfants en grande difficulté, mais il faut quand même arriver à comprendre que ce n'est pas parce que c'est Goussainville que ce sont des enfants qui ont des difficultés. Ce sont des enfants comme les autres, comme les enfants dans le 16e arrondissement, et il faut leur donner seulement l'occasion d'évoluer. Et puis vous avez annoncé donc un bon chiffre, c'est que 80% se voient rentrer en lycée général et non plus aller dans les spécificités. Alors Pierre Vinicki, vous avez mis en place un MOOC pour l'arbre de confiance. Dites-nous un petit peu comment on fait si on est intéressé. Alors effectivement, en complément des formations à la mise en œuvre, qui sont mises en œuvre dans les établissements qui se lancent, et je précise que dans le Val d'Oise, dont je le disais, il y a 10 collèges aujourd'hui, et une école élémentaire qui fait partie du réseau REP, le réseau d'éducation prioritaire de Cergy, qui sont engagés aujourd'hui dans cette démarche. Eh bien, pour accompagner les formations présentielles, nous avons mis en place, avec le soutien, et je tiens à le souligner, de la MGEN, qui est un partenaire national de notre démarche, le MOOC de l'arbre de confiance à l'école, dont l'accès est ouvert à tout le monde. C'est sur https://arbredeconfiance, tout attaché, arbredeconfiance.trustinside.fr. Voilà. On a accès à une grande richesse d'extraits vidéo, d'entretiens, qui donnent une très bonne compréhension de ces enjeux qui relèvent de la confiance. Voilà, dans votre barre de recherche, vous ne mettez pas 3W, vous tapez directement arbredeconfiance.trustinside.fr. Alors justement, Vincent Monnet, ça doit vous parler, l'arbre de confiance, quand on fait de recrutement. Effectivement, il y a beaucoup de sujets qu'on a pu aborder qui font totalement écho. On parle de co-orientation, nous on a tendance à parler de plus en plus de co-entreprise, et tous ces sujets sont très importants. Je rebondirai sur ce que disait Michel sur la confiance, mais aussi les compétences. Alors d'un côté, il y a ce qu'on appelle, alors excusez-moi pour l'anglicisme, les hard skills et les soft skills, mais finalement, pendant longtemps, c'est consacré sur l'éducation, des compétences dures, des sciences dures, mais il y a toute cette notion de soft skills, de compétences plus humaines qui sont de plus en plus valorisées. Et moi, je m'en rends compte sur cette partie de recrutement, quand j'échange avec un client, qu'il soit DRH, qu'il soit président d'une entreprise, finalement, la majorité de son cahier des charges ou de ses attendus sont plus sur ses compétences humaines que sur les compétences techniques d'un candidat. Donc on peut dire quand même une grosse évolution. Alors il faut rappeler que vous avez monté cette start-up qui est donc du conseil en recrutement il y a quelques années. On peut voir une grosse évolution donc finalement dans la méthode de recrutement maintenant. Oui, Aromane est une structure qui a 15 ans. On reste une petite boutique étant donné que nous sommes 16 collaborateurs, mais c'est aussi notre souhait de pouvoir s'adapter aux attentes de nos clients et être sur une notion de sur-mesure de la façon et une vraie tendance d'évolution du marché. Donc, une évolution à travers les outils, certes, on en parlait tout à l'heure, l'avènement d'outils comme LinkedIn, maintenant on met de l'intelligence artificielle pour identifier les bons candidats, il y a des critères de sélection qui ne sont pas les mêmes et il y a un effet mondialisation qui est assez important. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de clients qui me disent bon, on n'est pas forcé d'aller le chercher uniquement en France, hein, si vous trouvez un candidat dans un autre pays mais qui correspondent à nos attentes, c'est avec grand plaisir. Donc ça fait un ensemble de facteurs qui nous transforment notre métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où on pouvait être pourvoyeur de CV fut un temps, aujourd'hui on est nettement plus à comprendre la stratégie d'une entreprise, quelle est son organisation demain, et essayer d'apporter une complémentarité. Je reprends les propos de Michel, hein, mais c'est vrai, la complémentarité qu'il peut y avoir. Et là, je rebondirai sur un point important. Nous, on a des candidats, on a un marché de l'emploi qui est très très bon, la population cadre étant plus que plein emploi, on doit être à 3,5 de taux de chômage pour les cadres aujourd'hui. Donc, je vous épargnerai la guerre des talents, ça fait quelques temps qu'on en parle, mais
moi, la majorité des personnes que je rencontre dans mon bureau en entretien ont plusieurs pistes, ont plusieurs offres en parallèle. Donc c'est le rôle de l'entreprise, le rôle du recruteur, de savoir vraiment mettre en avant la complémentarité que peut apporter le candidat dans une organisation, et tout cela teinté effectivement de confiance. On parlait de pas survendre l'entretien, c'est la même chose pour l'employeur, teinté de confiance et de bienveillance. Donc Ce sont vraiment finalement, des points qui ressortent. Finalement, pour un cadre, ça n'est pas la problématique de l'emploi, c'est ce que vous venez de nous dire, seulement très peu, seulement 3% de chômage chez les cadres. Le problème, c'est de rester agile, c'est bien ça? Il y a cette notion d'agilité. Alors, ce terme est compliqué parce qu'on l'utilise, il est peut-être un petit peu galvaudé. Hein. Tout le monde me dit qu'on veut des candidats agiles, des entreprises agiles. Que veut dire l'agilité? Mais effectivement, c'est savoir rester employable, entre guillemets, et savoir se définir une trajectoire. Donc si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est ne raisonnez pas sur un seul coup, sur un seul poste, mais est-ce qu'il peut s'inscrire dans votre trajectoire, dans vos envies, pour effectivement rester employable à 30, à 40, à 50 et à 60 ans. Alors justement, parce que changer d'entreprise, ça fait peur quand on atteint vers l'âge de 50 ans, c'est pas évident. Comment fait-on? C'est une forme de capitalisation. Je pense que je le vois, certains ont peur, ont subi, peut-être plus dans des grosses entreprises, un système pendant 10, 15, 20 ans, et sont un petit peu décorrélés du système. Enfin, ils sont un peu perdus. D'autres ont su justement garder une trajectoire et avoir des avantages concurrentiels en permanence. Et ils restent employables. Et j'ai rencontré un candidat que j'ai recruté il n'y a pas très longtemps. J'avais recruté, il avait 57 ans, il m'avait dit « Vincent, vous m'avez chassé, je ne pensais plus qu'on me chasserait à cet âge-là. » Et là, je l'ai revu parce qu'il a 60 ans, il a pris un nouveau poste et il a été chassé aussi. Et on est sur un cadre dirigeant d'une belle start-up française. Alors, vous travaillez dans plusieurs pays, hein, la Belgique, le Luxembourg et puis bien sûr la France. Quelle est la tendance un petit peu dans quel domaine, quelles sont vos spécificités, j'allais dire? Alors, c'est vrai que nous, on a développé un réseau international où on travaille avec des cabinets qui font la même taille que nous dans différents pays, aussi en Suisse, en Italie, en Allemagne. La tendance du plein emploi cadre est la même. Que ce soit en Europe, mais on a des partenaires en Chine ou aux Amériques, c'est un peu le même cadre. Donc nous, ce qui est vraiment important, c'est la notion de conseil et d'accompagnement, que ce soit de nos clients, de nos prospects et des candidats. C'est un discours vrai en fait à avoir. Les entreprises se plaignent, et vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la guerre des talents, se plaignent de ne pas trouver les personnes adéquates. Tout le monde presque tous les secteurs sont en manque de personnel. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour attirer justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises pour attirer et garder ces talents? Il y a plusieurs choses, je pense. Il y a aujourd'hui un système scolaire qui a pu être un peu déficient, surtout sur les formations supérieures, et il y a un petit décalage par rapport sur les populations techniques, de développeurs autour de l'intelligence artificielle. Il y a un faible vivier de candidats. Ça, c'est une évidence. En France, vous voulez dire? En France. Donc on n'a pas assez de formation, on a pêché au niveau de la formation, c'est ça que vous dites? On a pêché, et on pourra rebondir aussi avec Patrice, étant donné qu'on intervient au sein d'ingénierie scientifique sur la partie de France, et qu'on monte un colloque dans quelques mois sur les métiers en 2040. Mais parce que c'est un sujet, et que les entreprises, que ce soit moi en qualité de chasseur de tête ou au sein d'ingénierie scientifique de France, nous sollicitent pas mal pour dire comment on peut faire. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est faire preuve d'agilité et de flexibilité. On en revient un peu trop souvent à la formation initiale d'un candidat, à la prépa qu'il a pu faire, même avec 10, 15, 20 ans d'expérience. Je vous prends cet exemple, on peut le faire sur d'autres choses, mais je pense que face à cette pénurie de candidats, donner sa chance à quelqu'un et d'être capable de le faire monter en puissance à travers des formations, si lui bénéficie des compétences humaines, les soft skills dont on parlait tout à l'heure, suffisantes,
c'est établir un vrai pacte de confiance pour le faire monter en puissance dans une entreprise et avoir sa fidélité. Patrice Solos. Oui, j'ai une petite remarque, enfin une question plus exactement. Tout à l'heure, tu parlais donc des 50 ans. Et moi, je me pose la question de l'employabilité des personnes de 50 ans, dont l'origine est les petites entreprises ou les grandes entreprises. Est-ce qu'il y a une différence d'employabilité? Est-ce que la personne de 50 ans d'une petite PME, par contre, n'aura pas de difficultés? Celle d'une grosse société aura peut-être des difficultés ou pas? Voilà, ça c'est ma question. Non, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, si on fait une dichotomie petite versus grosse entreprise, il est clair qu'il y a des compétences qui sont développées dans les petites entreprises autour de l'entrepreneuriat, de l'agilité, ce qui permet aux gens de rebondir. Et pas forcément non plus s'attacher qu'à une seule forme de contrat, ne sont pas forcément en recherche d'un CDI, mais peuvent devenir manager de transition, peuvent devenir profession libérale. Donc il y a cette agilité. Quelqu'un qui a passé longtemps dans un grand groupe a peut-être été plus formaté, excusez-moi le terme est un peu fort, mais il n'a peut-être pas forcément cette agilité. Néanmoins, ça peut, c'est pas non plus un critère totalement discriminant, mais on remarque cette tendance-là. Alors, en guise de conclusion, Patrice Solos, j'ai envie de vous repasser la parole par rapport aux élections européennes et à notamment l'annonce qu'a fait Jack Ma, donc le président d'Alibaba. Oui, effectivement, donc c'était en marge des élections européennes. Bon, elles sont ce qu'elles sont, les résultats, vous les connaissez mieux que moi peut-être. Au niveau du Parlement européen, maintenant, c'est à lui de jouer. Il va y avoir donc des orientations à prendre sur le plan économique pour assurer donc à l'Europe toute sa place à l'intérieur donc de cette planète que nous aimons tant et que nous voulons défendre, notamment avec les expériences menées par le maire de Plessis-Bouchard. Mais la question est, quand on regarde aujourd'hui ce que pensent donc les grandes entreprises, les grands penseurs, les grands acteurs de l'économie, j'attire l'attention tout de même d'un propos qui a été tenu par M. Jack Ma, qui est donc le PDG de Alibaba, et qui dit la chose toute simple: l'Europe, sur le plan des nouvelles technologies, c'est un has-been. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut être pour, on peut être contre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe ne pèse pas grand-chose face à ces majors que sont la Chine, avec 1,5 milliard d'habitants, avec 300 millions pour les USA. Nous n'avons rien à envier, nous n'avons rien à faire, ils ne nous connaissent pas. D'ailleurs, les relations entre la Chine et l'Europe, c'est du donnant-donnant. 300 millions d'Européens face à 1,5 milliard de Chinois, qui peut être le gagnant à moyen terme? Alors justement, c'est tout le problème entre la cohérence entre parole et acte. Pierre Vinicki, on a du travail à faire. Donc la confiance, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, il est temps, c'est ça que ça veut dire finalement pour l'Europe? Exactement, et redonner confiance à l'Europe, à la France et à l'Europe dans ses capacités à faire face à des pareils mastodontes comme la Chine. Et je dirais que notre objectif, notre but, notre vision aujourd'hui, c'est de passer d'un arbre de confiance à une forêt de confiance. Et cette forêt de confiance, ça se situe à l'échelle d'un territoire. Et il nous semble que le territoire d'un département comme le Val d'Oise, dans lequel tout a commencé, j'allais dire, cette aventure a commencé réellement. Votre aventure a commencé, voilà. Oui, voilà, enfin la mise en œuvre, le premier arbre de confiance véritablement a été planté dans le collège, et même physiquement, par le maire de Goussainville d'ailleurs, dans le collège de Robespierre, avec le soutien du conseil départemental qui a joué un rôle très important, et de l'éducation nationale bien sûr aussi. Et aujourd'hui, et il y a aussi des baromètres de confiance dans les entreprises qui ont été mises en place, et notre souhait c'est d'arriver à créer un premier territoire de confiance. Territoire de confiance. Et donc on essaye de lancer une démarche autour d'un indice confiance et territoire, qui est un indicateur de confiance à l'échelle d'un territoire qui permettrait de mesurer la couleur de l'arbre de confiance d'un département, par exemple le Val d'Oise, pour que de manière prédictive, voire préventive, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, éducatifs, culturels, religieux,
ou autres, politiques évidemment, et bien puissent se mettre autour d'une table et lorsqu'un des facteurs de cet arbre de confiance devient un peu trop orange ou rouge, puissent très vite identifier ensemble ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à prendre pour le faire revenir au vert et s'assurer qu'il ne perd pas toutes ses feuilles, si je puis dire. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Merci à tous pour votre présence en studio. Notre émission s'achève. Pour ma part, je vous retrouve mercredi et demain matin, vous avez rendez-vous avec Jacqueline Voraz. Bonne journée à tous. À mercredi. Merci. Merci. Merci.